Non, en tout cas, je me retrouve ici comme si j'étais chez moi. Donc, remercier évidemment les personnes qui m'ont invité, puisque ça s'est fait dans le courant de la fête de l'humain. On a eu l'occasion de discuter un petit peu et de voir si on ne pouvait pas, au-delà des organisations syndicales, mettre en commun aussi les points de vue politiques des uns et des autres en fonction de la situation. Entre-temps, la situation, c'est lourdement compliquée pour les travailleurs, pour les régions, parce qu'on ne mesure pas suffisamment les conséquences que ça entraîne dans les régions. La Lorraine a déjà payé un lourd tribut, un énorme tribut. Il faut des générations entières pour essayer de reconstituer le tissu industriel. Et en Wallonie, non seulement on ne veut pas connaître cette situation-là, c'est déjà une situation extrêmement difficile, mais on ne veut pas que dans le reste de l'Europe, un certain nombre de régions soient touchées de cette façon parce que, je dis, je le répète, et j'écoutais le bourgmestre de Florange il n'y a pas longtemps, qui disait qu'en 15 ans, ils ont pu créer 1200 emplois et d'un coup de trait de plume, on perd pratiquement le double, et donc il faudra encore 15, voire 30 ans pour recréer les emplois nécessaires. Et l'industrie, c'est la création de la richesse, ce n'est pas autre chose. L'industrie, c'est la transformation de la matière, c'est les échanges, c'est la vraie valeur des choses. C'est la vraie richesse créée, c'est la vraie richesse qu'on doit essayer de partager. Ce n'est pas la spéculation, ce n'est pas l'attitude d'ArcelorMittal de créer de la rareté par rapport à l'acier pour essayer de maintenir ses marges et faire monter le niveau de ses actions en bourse. Non, la transformation de la matière. L'industrie, ce n'est pas défendre l'industrie pour défendre l'industrie, c'est la vraie source de création de richesse. Il n'y en a pas d'autre, et l'autre, elle est artificielle, et un jour, elle explose, comme elle a explosé fin 2008, et on se retrouve pratiquement 4 ans après, dans une situation de désastre économique. Ça, c'est la création de richesses spéculatives, c'est la création de richesses financières, c'est des drames terribles que l'on vit en Europe et des drames terribles qu'on va continuer à vivre en Europe, puisque le FMI, pas plus tard que hier matin, annonce qu'il y aura au moins 10 ans de récession en Europe. Vous dire que cet argent spéculatif, ces fonds de pension, cette financiarisation de l'économie a un impact destructeur de valeurs terrible. Et que donc, ce n'est pas simplement défendre ces outils qu'on fait, ce n'est pas simplement l'immédiat. Il faut faire ce combat immédiat. Il est nécessaire parce que les gens ont leur facture à payer en fin de mois. Mais c'est aussi une vision future, une autre vision de la société. C'est de dire pourquoi est-ce qu'on produit, quelle est la valeur de ce qu'on produit, dans quel sens on produit. Et la sidérurgie a toute sa place par rapport à cela. Non, ce n'est pas des outils qui sont morts, ce n'est pas un truc dépassé, ce n'est pas un truc qui pue, qui sent mauvais, qui rejette de la poussière à l'extérieur. Non, c'est un outil que, jusqu'à preuve du contraire, on peut évidemment éviter qu'il pollue au maximum autour de lui, mais qui fait des produits qu'on peut recycler pratiquement à l'infini. Et ça, peut-être qu'on ne le sait pas suffisamment. Non seulement on a des produits qui peuvent se recycler à l'infini, mais aussi on a dans les cartons des différents recherches et développements que nous avons dans nos régions des produits qui peuvent assurer une viabilité, ce qu'on appelle un développement durable. Je le prends tout le temps l'exemple, mes camarades de la sidérurgie en ont peut-être marre de l'entendre, mais peut-être qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas entendu. Mais faire des carrosseries de voitures qui ne soient pas lavables, donc qui ne retiennent ni la poussière, ni les graisses, ni quoi que ce soit dessus, est-ce que vous vous imaginez les millions de mètres cubes d'eau qu'on va économiser? Est-ce que vous vous imaginez les tonnes de détergents qu'on ne va plus rejeter dans les égouts?
Et on peut prendre ça pour les électroménagers. On peut avoir des produits qui ne nécessitent pas des détergents hyper agressifs pour éviter que dans notre frigo, dans notre four micro-ondes, quand on met sa main, il y a toujours un dépôt. Eh bien non, il y a moyen de faire des produits en acier qui évitent ces dépôts qui ne soient plus lavables. C'est un exemple, on peut multiplier les exemples comme ça, mais vous dire que la sidérurgie n'est pas un produit dépassé. Il est non seulement un produit moderne, et avec les développements que nous avons plus particulièrement à Liège, tout le monde connaît en tout cas dans les sidérurgies RCO, donc cette fameuse lamination sous vide qui permettrait en tout cas d'intégrer sur la surface de l'acier tout type de produit, pourrait être, dans le cadre de la construction, un développement important. Si on arrive en plus technologiquement à intégrer le photovoltaïque dans les structures de l'acier, on a là un produit qui pourrait être recyclable, qui pourrait être utilisé dans la construction, qui pourrait déjà amener un autre environnement. Donc c'est dire que ce n'est pas simplement défendre nos outils pour défendre nos outils parce qu'il y a évidemment la fin de mois, mais c'est au-delà de ça, c'est une vision par rapport à ces outils qui correspondent à ce que l'on souhaite d'un monde possible, futur, plus juste, plus égalitaire sur la création de valeur et en même temps sur l'impact de notre environnement. Donc, c'est depuis 2008 qu'on se voit entre syndicalistes. Et la première réunion, elle s'est tenue ici, à Florange. Dès la création du groupe Mittal, avec Jean-Claude, avec Yves, avec d'autres, avec les camarades allemands, on a décidé rapidement d'essayer de se voir et d'échanger entre nous. Quelle est la situation chez vous? Quels sont vos outils? Comment est-ce que vous vivez au quotidien? Quelles sont vos préoccupations? Quelles sont les nôtres? C'est grâce à cette réunion en décembre ou novembre, je ne sais pas, 2008, que l'on a pu faire ce fameux accord de dialogue social au niveau européen. Évidemment, dialogue social au niveau européen, 12 représentants de la direction d'ArcelorMittal au niveau européen, 12 représentants des travailleurs, et dans cet accord, il y avait la préservation de tous les outils pendant la période de crise. C'est pour ça qu'on a décidé tous de signer cet accord de dialogue social, parce que dans cet accord de dialogue social, il y avait la mise, entre guillemets, sous cocon quand c'est nécessaire, d'un certain nombre d'outils, mais aussi le partage du travail entre les différents sites. C'est pas qu'on n'a pas essayé de maintenir cet accord, mais ils le rompent de façon unilatérale. Cet accord, on ne l'a pas tout de suite dénoncé, mais cet accord, aujourd'hui, est totalement mort. Ils ne veulent que des accords au niveau européen que quand ça leur intéresse et non pas quand c'est nécessaire pour répondre aux revendications des travailleurs. Mais pendant cette période-là, enfin Philippe Verbeek de la CGT, mais Jean-Claude aussi, on a pu comprendre la stratégie du groupe ArcelorMittal. Vous savez, c'est pas simple. Un grand groupe comme ça, oui, on dit c'est de la financiarisation de l'économie. Ok, ça va, c'est de la finance. Comment elle se traduit concrètement? Comment, tous les jours, cette financiarisation de l'économie est ramenée aux ateliers? Je vous prends qu'un exemple, parce que je pense que les exemples, parfois, sont plus pertinents qu'un certain nombre de discours. Les ronds à béton. Les ronds à béton pour la construction, pour le béton armé, et ainsi de suite. Ici, en Europe, la norme, c'est 8 mm de diamètre. Hein? En moyenne, maintenant, il y a des architectes qui décident de faire plus, etc., mais ça ne peut pas être en dessous. Ça ne peut pas être en dessous. Et un jour, on se retrouve dans cette réunion avec le directeur commercial. C'était un Américain. Et il nous dit, ben, voilà, on voudrait bien qu'on discute ensemble parce qu'il y a des normes ici en Europe et il n'y a pas moyen qu'ensemble on change les normes. Par exemple, dit-il, les ronds à béton à 8 mm, on pourrait les ramener à 6 mm. On maintient les prix et on augmente la marche. Attendez, oui, c'est une bonne idée peut-être, mais
Il y a des normes en Europe, il faut les respecter. On ne fait pas des bâtiments avec du béton armé et des ronds à béton de 8 mm pour le plaisir de le faire. C'est qu'il y a des problèmes de sécurité, des risques sismiques. Il y a un certain nombre d'éléments qui font « Ah oui, mais non, non, ça, nous, on n'a pas besoin de tout ça, nous. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est augmenter notre marge. » C'est un bête exemple, mais c'est une traduction de la mentalité de ce que c'est l'appât du gain. Ce n'est plus l'intérêt des gens ou de la collectivité ou des décisions que collectivement on a prises les uns et les autres, c'est de dire comment est-ce qu'on change toutes ces réglementations pour augmenter ma marge bénéficiaire. Et c'est ça son objectif. Ce n'est que ça. Tout le reste, c'est du blabla. Et en interne, dans l'entreprise, ils poussent dans ce sens-là. Ils vont dans ce sens-là et donc ils vont faire tout ce qui est nécessaire pour pour augmenter leur marge bénéficiaire. Pourquoi est-ce qu'il arrête le show? Il n'y a pas objectivement de nécessité aujourd'hui, dans la plupart des hauts fourneaux qu'ils décident de fermer, de les fermer. Si on prend les créneaux, parce qu'on dit allez, on ne vend plus d'acier, on est en crise et ainsi de suite, jusqu'en on est 2012, donc jusqu'au début de l'année, cette année-ci, la vente de plats carbone n'a pas diminué en Europe. Avec les aides des gouvernements pour acheter des voitures, on a plutôt eu une augmentation. Je reconnais que tout ce qui est construction a un effondrement. Mais quand on dit globalement on doit fermer parce qu'on ne vend plus d'acier, ce n'est pas vrai. Il y a des créneaux d'acier. Enfin, Jean-Claude évoquait les 2 usines qui gagnent aujourd'hui des records de productivité. Il ne faut pas voir l'acier comme étant un tout, il faut voir l'acier en fonction des objectifs de vente que l'on a par rapport aux produits. Et donc, il est faux de dire que, globalement, il y a l'aspect mondial, ça a été dit tantôt, on doublera pratiquement les capacités de production dans le monde, sauf que l'Europe est à la traîne. Alors, comment il se situe par rapport à ça? Premier temps, il a décidé d'acheter des mines. Donc, qu'est-ce que je fais? L'acier me rapporte de l'argent, je comprime au maximum les entreprises, pas de maintenance d'outils, licenciement, tous les 2 mois, on a un projet Lean ou autre pour réduire les objectifs. Donc j'ai dit pas de maintenance, et maintenant on concentre, soi-disant, la production d'acier à un certain nombre d'endroits. On reprend du cash, on achète des mines. Le problème, c'est qu'il nous vend les minerais qui sont relativement pauvres. Un certain nombre d'entre eux sont relativement pauvres, ils nous le vendent au prix du marché. Vous savez qu'aux États-Unis, ils ne le vendent pas au prix du marché. Ils le vendent en dessous du prix du marché. Mais en Europe, ils le vendent au prix du marché. Tout simplement pour faire les marges en dehors de l'Europe, dans ces mines, et non plus en Europe. Et on crée une pression sur les prix en Europe. Deuxième aspect, j'ai dit tantôt le contournement des normes européennes, c'est raréfier. Donc ça augmente le prix de la tonne liquide, mais aussi, si on continue dans ce sens-là, permettra de le contourner, alors qu'il en a bien profité, toutes les normes liées au CO2 et au coût du CO2. Il n'aura plus besoin d'avoir de l'acier liquide en Europe, il peut l'importer du Brésil. Je pense qu'à Florange, il y a quelques brames du Mexique qui sont venus. Hein, donc il y a aussi cet objectif-là. L'Europe me met un certain nombre de normes. Qu'est-ce que je fais? Je contourne, je ferme les outils à l'intérieur de l'Europe et on ne pourra pas me dire que je ne peux pas importer. Sinon, c'est tout le reste des outils qui s'arrêtent. Et donc, on est dans cette phase-là. On est dans cette phase-là, et ça, il va falloir couper, parce que sinon... Excusez-moi. Hein. Sinon, ça ne va pas arrêter de sonner. Donc, on est dans cette phase-là. Et par rapport à ça, je pense que, et je vais y revenir, on n'a pas les outils nécessaires.
on n'a pas les outils nécessaires. Ce n'est pas la loi de Montebourg qui va nous donner les outils nécessaires, parce qu'elle n'est pas suffisamment pertinente, je l'ai là, ce n'est pas suffisamment pertinente. Ce n'est pas la proposition de Jean-Claude Marcourt en Belgique sur un ajout à la loi Renault, ce ne sera pas pertinent. Vous savez, Renault a fermé et on a continué à fermer des usines, mais on a cette loi Renault qui nous permet de négocier. Mais comme il n'y a rien de contraignant, on discute, on parle, on a, allez, rapport Faux, rapport Syndex, rapport Secafi, l'audit au Luxembourg, la place Conseil, donc, qui n'est pas forcément un ami, puisqu'il a traité les organisations syndicales de cons, mais il accepte que toutes les analyses que les organisations syndicales sont correctes et que donc, que ce soit au Luxembourg, que ce soit là où il a travaillé à Liège, il maintient que les outils sont rentables. Donc, on doit... Et une fois qu'on a fait ça, parce que ça nécessite des heures, des discussions, enfin ceux qui avons participé à la construction de ces différents rapports, puisque grâce à la CGT, on a été reçu en tant qu'FGTB dans l'équipe de Arnaud Montebourg, et on a pu aller dire nos propres visions par rapport à ce qui se passait à Florange et à Liège. Et le rapport est très clair. Florange est rentable et on ne comprend pas que dans les discussions, nos différents ministres, puisqu'il y a eu une tentative d'avoir un contact entre Montebourg, Marcourt, le ministre de l'économie luxembourgeois et le ministre de l'économie espagnol qui lui a tout de suite refusé, il n'y a pas de souci. Donc on essaye d'avoir des éléments contraignants parce qu'on a toutes les études qui nous disent que les outils sont rentables et il n'y a pas moyen de se doter d'éléments contraignants. Ce qui nous a fait dire à notre ministre particulier, Jean-Claude Marcourt, que ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on se bagarre au Luxembourg, en Florange, en Espagne, à Liège, mais aussi les camarades roumains, les camarades polonais, qui sont dans des conditions aussi d'exploitation terribles, mais en même temps sans pratiquement de possibilité de défendre leur situation, puisque rien qu'en Roumanie, au dernier Conseil central européen, ils ont annoncé 1200 pertes d'emplois aussi. On n'a pas d'outils contraignants. On a, en tant qu'organisation syndicale, et dans les prochains jours, on va partager ça avec la CGT, puisque nous nous voyons avec les camarades de la CGT à Paris, les équipes de Florange, les équipes de Liège, pour essayer d'aller vers une interpellation très lourde de la part des hommes politiques qui dirigent nos différentes régions. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on se bagarre, si pas plus à certains endroits. Nous avons fait toutes les études qui sont nécessaires. On fait la démonstration que c'est nécessaire de maintenir ces outils, non seulement pour les travailleurs qui sont à l'intérieur de ces entreprises, mais aussi pour assurer une certaine croissance à l'intérieur des régions où ces outils sont implantés. On ne peut pas continuer à nous dire non systématiquement. On explique, on développe, on fait des démonstrations. Je crois que vous en avez eu quelques exemples ici. Et puis on nous dit, oui, mais on ne sait rien faire, on ne peut pas. Et pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas? Pourquoi? Qui décide des lois à un moment donné? Qui décide de ce qu'on fait à l'intérieur d'un territoire qu'on appelle État ou région, puisque en Wallonie, c'est l'économie, la responsabilité de la région. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas la volonté politique. Et comme il n'y a pas la volonté politique, on préfère, à certains moments, continuer à dire non à des organisations qui mettent sur la table des projets crédibles, rentables, même à l'intérieur du système capitaliste, que de s'affronter à une multinationale telle qu'ArcelorMittal. Et hier, non, pas hier, jeudi, nous avons invité tous les parlementaires socialistes européens à Liège.
il y en a que 5 qui sont venus. La présidente de la commission sociale, Berès Pervenche, un Espagnol, un Allemand, 2 Belges. Et on leur a dit, mais pourquoi est-ce que vous ne définissez pas un profil qu'on appellerait de prédateur? C'est-à-dire ceux qui viennent en Europe, parce qu'on peut entrer, sortir, prendre ce qu'on veut, mais en plus on ne passe pas à la caisse, mais dire qu'au niveau européen, on aille vers une directive où on définit ce qu'est de la destruction de valeur, quoi. Parce que Mittal se comporte comme un prédateur. Il prend le maximum de la valeur ajoutée sans renouveler les outils, et puis il inondera de l'extérieur l'Europe avec des brames faites dans des conditions inhumaines. Donc pourquoi est-ce que vous ne vous dotez pas, au niveau européen, d'une agence, une formule? Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Europe, mais une agence qui permette de dire à un moment donné, quand un investisseur avec un comportement de prédateur vient dans une région, de pouvoir lui enlever ses outils et que la région bénéficie de ces outils, ou en tout cas que la communauté urbaine bénéficie de ces outils. Je ne parle pas de nationalisation, je ne parle pas d'autre chose, mais dans un intérêt particulier d'une région, de pouvoir toucher à cette sacro-sainte propriété privée des moyens de production. La réponse a été plus qu'évasive. Oui, on fera une directive sur l'anticipation à la restructuration, on connaît, on nous serine pratiquement toutes les semaines avec cela, ce qu'il faut c'est anticiper. La crise, celui qui a pu l'anticiper, qu'il me le dise, même s'il y avait déjà dès 2007 ou 2006 quelques personnes qui avaient vu clair par rapport à ce prime, mais tout le monde a été surpris par la crise. Et puis c'est anticiper quoi? Comment continuer à faire de la destruction de valeur? C'est anticiper quoi? Donc je pense que là-dessus, ce ne sera que le rapport de force sur le terrain. Il n'y aura pas d'autre alternative que le rapport de force sur le terrain. Et je ne vais pas être plus long, il y a à Florange, à Liège, au Luxembourg, en Espagne, des militants qui sont prêts à prendre ce flambeau-là. Il faut qu'on arrive à avoir une certaine cohésion. C'est difficile avec les autres organisations syndicales. Je suis désolé s'il y en a qui sont ici, mais je prends la CSC chez nous. On s'est retrouvés il y a 15 jours pratiquement tout seuls, puisqu'ils ont signé l'abandon unilatéral du show sur pratiquement 24 heures, sans qu'on demande quoi que ce soit. Donc vous dire, voilà, Liège est rentable, le chaud ne peut pas aller sans le froid, on n'arrivera pas à alimenter Liège avec les brames de Dunkerque, on n'arrivera pas à alimenter Florange non plus. On a derrière le chaud à Liège 12 usines, 12, c'est un volume d'emploi relativement important, électrozinguet, sous-vide, galva, etc., etc. Donc on a 12 usines. Le schéma qui circule aujourd'hui, c'est qu'il ne nous resterait que de 3 à 5 usines. C'est ce que ArcelorMittal considère comme stratégique. Inutile de dire que c'est la fin de la sidérurgie en région liégeoise et on fait de l'acier depuis plus de 250 ans dans la région liégeoise. On ne désespère pas, on a des outils, on a des propositions, on a des modèles économiques aussi. On verra comment on construit le rapport de force et en tout cas, ce rapport de force va être construit dans la solidarité dès la manifestation de la CGT le 9, mais peut-être aussi en interpellant ensemble nos différents ministres de l'économie en disant qu'il nous faut des moyens contraignants pour pouvoir se débarrasser de prédateurs économiques tels qu'ArcelorMittal. Merci.